Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h. Guillaume Bigot. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Nous sommes dans une guerre hybride. Vous comprenez pas, maintenant vous circulez tous, s'il vous plaît. Hein, bonne soirée à tous, désolé pour la démocratie. Allez. Ah, il y a des casseroles là. Oui, deux casseroles. Il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi Voilà, enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur Une raison? Bonjour, vous êtes bien sur Sud Radio, on va parler vrai. André Berkoff est toujours au Canada. Il faut suivre les nouvelles d'André Berkoff. Il donne actuellement une conférence. On le salue. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, il nous revient bientôt. En attendant, quant à moi, je savoure mon plaisir de pouvoir le remplacer dans cette émission que j'adore et je sais que vous adorez aussi. Alors, cette semaine, dans Berkoff, dans tous ses états, nous allons parler d'abord de cette idée saugrenue d'amende décidée par les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne jeudi dernier. 20 000 € d'amende pour un État membre qui refuserait un migrant. Pour nous expliquer cette nouvelle folie, je vais accueillir une voix qui compte à l'Assemblée nationale, le député RN Jean-Philippe Tanguy. Dans la série, on n'arrive pas à y croire. On se demandera aussi si on a bien entendu ce qu'on a entendu. Les déclarations stupéfiantes de Marine Tondelier, la patronne de ELV, comme en écho les propos de Roselyne Bachelot et de Nikos Aliagas. Le déconomètre est de sortie pour mesurer la folie verte. Sandrine Rousseau n'a qu'à bien se tenir. Je crois que le réchauffement climatique, ça touche les neurones. Et puis, tandis que nos écolos de salon se lâchent, d'autres boss tirent, eux, les vraies sonnettes d'alarme. C'est le cas d'un ingénieur diplômé du MIT, Nicolas Meillan, qui signe cette semaine une tribune dans le Figaro et pose une question à plusieurs centaines de milliards d'euros. Pourquoi on ne sort pas tout de suite, nous la France, du marché européen de l'électricité ? Et puis à partir de 13h, nous recevons Thibaut de Montréal. André Berkoff l'avait déjà reçu il y a quelques mois à ce micro, en compagnie de l'essayiste Florence Bergeau-Blaclair, dont il est l'avocat. Mais il n'est pas qu'avocat, et c'est aussi un spécialiste de la sécurité et du risque terroriste islamique. Il va tout nous dire, on fera un point sur cette menace à l'approche des JO de 2024. Alors, restez avec nous. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, le fait du jour. Ça y est. C'est le retour de l'Empire. L'Empire bruxellois contre-attaque. Alors cette fois-ci, il est question de migrants. Et d'amende si on refuse les migrants. On va en parler avec vous, Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes député du Rassemblement national de la Somme et vous êtes une des révélations politiques de cette mandature. Vous êtes une voix qui compte désormais. Avant de parler de cette mesure sur les migrants, on a appris aujourd'hui le décès de Silvio Berlusconi, chef d'État, en même temps personnage très controversé, homme d'affaires. Quelle est votre réaction à cette nouvelle ? C'est évidemment une tristesse pour nos sœurs et frères italiens. Hein. L'Italie est la vraie nation sœur, peut-être avec le Royaume-Uni de la France. Donc évidemment, c'est une grande tristesse pour un personnage, oui, controversé, mais qui a quand même marqué l'histoire naturellement de l'Italie, l'histoire entrepreneuriale aussi. Mais quand même, en venant vous voir, je pensais que c'est qu'un homme qui a eu le courage de rompre avec un système pour mettre Giorgia Meloni, mais aussi la Lega au pouvoir. Voilà, contrairement aux Républicains. Bah oui, c'est-à-dire que contrairement aux Républicains en France qui ne passent leur temps à faire la courte échelle à Macron et à essayer de préserver un système politique qui a échoué, M. Berlusconi avait au moins reconnu que les politiques qu'il avait menées lui avaient échoué et qu'il fallait une nouvelle génération. Donc c'est un conservateur libéral qui a fait son aggiornamento. Bah oui, il faut dire la vérité. Voilà, il a accepté, il n'a pas beaucoup, malgré sa carrière politique dense, de passer le relais à des gens plus aptes que lui. Donc c'est suffisamment rare pour le souligner quand même, parce qu'en France, c'est strictement le contraire. Entendu. On va passer à notre fait du jour. Ce fait du jour, il date du 8 juin déjà. Mais il est tellement incroyable qu'on a mis du temps avant d'y croire. Je ne sais pas si vous croyez aux coïncidences, monsieur le député, mais au moment même où le Syrien jouait du couteau sur des enfants et des personnes âgées à Annecy, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne étaient en train de se réunir et ils se réunissaient pour trouver un moyen d'appliquer le pacte migration et asile. Et ils ont notamment décidé que 30 000 migrants seraient relocalisés chaque année au sein de l'Union européenne. Et il y a une mesure à la clé qui est incroyable, c'est que les États qui refuseraient leur quota de migrants se verraient infliger une amende. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il est question ? Malheureusement, c'est assez simple comme mécanisme, c'est que l'Union européenne, d'année en année, prend la compétence totale de l'immigration. À la base,
les États restaient quand même souverains sur leur politique d'immigration, même si la frontière extérieure a été communautarisée d'abord avec l'Union européenne, puis surtout avec le traité de Schengen. Mais en dernier ressort, les pays européens restaient les maîtres. On voit bien que d'année en année... Surtout après la crise migratoire en Allemagne, c'est ça? Absolument. Par exemple, l'Allemagne. 2015. D'ailleurs, l'Allemagne, c'était un paradoxe finalement, puisque en France, les dirigeants français ont essayé d'excuser leur lâcheté en disant que c'était l'Union européenne. Mais non, c'était l'Allemagne qui avait agi toute seule. Je rappelle que Mme Merkel avait fait des accords qui d'ailleurs financièrement engageaient toute l'Union européenne avec Erdogan dans le dos de ses partenaires européens. Mais c'est toujours pareil avec l'Union européenne. En fait, c'est évidemment l'Union berlinoise autant que bruxelloise. C'est souvent l'Allemagne qui impose sa volonté. Et au lendemain de cette crise, les États avaient repris la main en imposant l'unanimité au sujet de ces questions migratoires. Et là, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient dû faire des concessions, si je puis dire, à certains pays de l'Est qui refusaient de se faire imposer leurs lois, mais l'agenda pro-immigration avançait parallèlement, car vos auditeurs doivent comprendre que, contrairement à ce qu'on dit, l'immigration n'est pas seulement quelque chose de subi. Évidemment, relever le défi migratoire, protéger notre continent et la France de l'immigration incontrôlée, c'est difficile, mais aujourd'hui, on ne fait rien. Et on le voit bien que cette relocalisation, l'Union européenne n'est pas préoccupée par l'idée de renvoyer 30 000 migrants, par exemple, par an vers les côtes africaines des ports où ils viennent. Ils sont préoccupés par les relocaliser, car le commissaire européen à l'immigration, l'ensemble des hiérarques bruxellois veulent de l'immigration. Ils considèrent que l'immigration doit venir en Europe pour, soi-disant, combler le déficit démographique. Donc, personne, contrairement à ce qu'on dit matin, midi et soir à la télévision, l'immigration en Europe n'est pas combattue, elle est favorisée. Et là, on le voit bien qu'une fois de plus, c'est une nouvelle étape, non seulement pour favoriser l'immigration, mais pour obliger tous les États récalcitrants à s'y plier. Alors, lorsqu'on entend, c'est un peu la pensée paresseuse, mais c'est presque un réflexe, on dit le problème est tel, l'ampleur du problème est telle que seule l'Europe est à l'échelle en fait pour résoudre le problème migratoire. Vous nous dites, demander à l'Union européenne de résoudre le problème migratoire, c'est un peu comme demander à un bar tabac de résoudre le problème du cancer du poumon. Oui, mais à l'Union européenne comme idéologie, oui. En fait, c'est toujours le problème avec la construction européenne. Et maintenant, on a du recul. Moi, évidemment, je viens de la famille souverainiste ancienne, Séguin, Pasqua, qui pensait, qui pense toujours que la construction européenne peut être une solution quand les autres pays vont dans le même sens. Mais aujourd'hui, la direction européenne va dans le sens inverse de ce que veulent les peuples. Donc, si un jour la construction européenne veut lutter contre l'immigration, ce sera sans doute plus facile. Par exemple, de contrôler la Méditerranée avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la France, ce sera plus facile que la France seule. Mais quand les pays européens et la Commission de Bruxelles va contre les peuples, il faut que la nation se débrouille toute seule. C'était la même chose. Et là, aujourd'hui, c'est une majorité qualifiée, c'est ça, de pays pour décider ce qu'il en est de la politique migratoire, là, en ce moment. Oui, ça dépend. En fait, ça dépend des sujets. De toute façon, donc on peut être mise en minorité. Oui, on peut être. Mais la France est souvent mise, malheureusement, en minorité, ou peut l'être encore. Mais je veux dire, même quand il y a la majorité qualifiée, de toute façon, le chantage, et on le voit avec l'amende, le chantage financier de la Commission européenne est tel que même comme un pays isolé s'oppose à la volonté de Bruxelles ou de l'Allemagne, eh bien, en fait, il y a un chantage qui est fait. Quand l'Irlande, il y a très longtemps, s'était opposée seule par référendum au traité de Lisbonne, eh bien, ils l'ont fait céder par des chantages financiers réglementaires. Quand la Hongrie, la Pologne ou d'autres pays résistent à la volonté hégémonique de Bruxelles, eh bien, ils lui font du chantage financier ou ils la condamnent sur des dispositions juridiques. Donc, de toute façon, c'est pour ça que je comprends votre question de la minorité, enfin de la majorité relative ou absolue ou de l'unanimité, pardon. Mais en fait, tout ça est assez artificiel, car dans la pensée parce que là, concrètement, il y a des pays qui ont dit non. La Pologne, par exemple, n'en veut pas. A dit, et donc elle s'expose à des amendes. Elle s'expose à des amendes, mais ils l'ont dit, c'est contre la volonté des citoyens européens. L'Union européenne lui a dit, écoute, c'est peut-être contre la volonté des citoyens européens, mais c'est pas contre notre agenda. Voilà, ils appellent ça un agenda avec leur anglicisme. Et donc, de toute façon, quelle que soit la volonté, ils arrivent à l'imposer, soit par la majorité qualifiée, soit par des pressions financières ou juridiques ou politiques. Voilà. Donc, c'est là où on voit aussi la vraie nature de l'Union européenne, qui malheureusement n'est pas une construction démocratique, c'est une tyrannie bureaucratique, c'est un régime qui veut imposer sa loi. Bon, en tout cas, c'est post-démocratique. Oui, mais on peut être mis en minorité en étant un gouvernement démocratiquement élu. Par la peur. Mais ça vous fait peur, vous, par exemple, vous êtes membre de la Commission des Finances, cette amende, ça vous fait peur 20 000 € par migrant, je crois qu'on a accepté d'en prendre 4 000 de plus, là. Oui, de toute façon, ils arrivent quand même si on les prend pas, ils arrivent de manière illégale, mais puisqu'il n'y a pas de volonté en France, avec Emmanuel Macron, de combattre l'immigration, quelle qu'elle soit légale ou illégale. Mais
je vais vous dire, 20 000 euros, je pense qu'un migrant en France coûte plus que 20 000 euros. Donc c'est pas le poids financier, l'immigration pèse déjà très lourd sur les finances publiques. Je pense que cette amende est lourde plutôt pour les pays de l'Est. Et le montant a été calculé comme cela en France. Je pense que la somme des avantages qu'on donne chaque année aux migrants qui arrivent sur notre sol est supérieure à 20 000 euros par individu. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est cette mentalité de toujours vouloir imposer aux États-nations, aux États souverains, aux démocraties. La démocratie, c'est un peuple qui décide souverainement de son destin, des décisions contre lesquels ils ont manifesté voilà. Et d'ailleurs, si en France, les gouvernements, c'est ce que propose Marine Le Pen, refusent systématiquement un référendum sur la question migratoire, mais même de mettre l'immigration au cœur du débat parlementaire, sans interdit, sans tabou, c'est parce qu'ils savent très bien que le peuple français, dans sa grande majorité, est contre la politique migratoire qu'il mène depuis 30 ans. Mais vous n'avez pas l'impression qu'un pays comme l'Italie, où on parlait de Berlusconi et de l'influence qu'il a eue pour faire monter sur le pavois en Italie Madame Meloni, il se dit que si vous arrivez aux affaires, vous allez vous méloniser. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas changer quoi que ce soit sur l'immigration. D'ailleurs, la Grande-Bretagne aussi est sortie de l'Union européenne, c'est le Brexit. Et pourtant, il y a 600 000, je crois, nouvelles arrivées sur le territoire britannique. Donc, on a vraiment l'impression qu'avec ou sans l'Union européenne, avec ou sans changement, même s'il y a une majorité qui est hostile à l'immigration, ça ne change rien. Il y a une fatalité de l'immigration pour vous ? Il n'y a pas une fatalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, le fait de sortir le fameux Frexit de l'Union européenne n'est pas une solution en soi, parce que si derrière, vous n'avez pas la volonté, c'est le cas malheureusement pour le gouvernement britannique, de lutter vraiment contre l'immigration. Et pourquoi ? Mais parce que l'idéologie, malheureusement, de M. Sunak n'est pas très différente de celle que fut ses prédécesseurs Tory avant Boris Johnson. Donc tant qu'il n'y a pas de volonté dans la durée, parce que lutter contre l'immigration, c'est pas non plus une politique qui dure 6 mois ou même 1 an, c'est un changement total de logiciel sur plusieurs années. Pourquoi Mme Meloni n'y arrive pas ? C'est qu'elle est prise en tenaille. Je ne sais pas ce qu'elle pense au fond d'elle, c'est pas à moi de juger les cœurs et les reins. Mais dès qu'elle arrive au pouvoir, il y a eu la pression, on en revient à ce que je vous disais, de Bruxelles sur le plan d'aide financier à l'Italie. L'Italie est au bord de la ruine, elle est au bord de l'effondrement économique, elle n'est pas faite pour la zone euro. Et la première chose qu'on lui dit, c'est si tu fais une politique migratoire souveraine, on te coupe les vivres, on te coupe l'argent, voilà. Et de l'autre côté, on l'a aussi empêché de mener une politique de renvoi des migrants en la menaçant de sanctions sur l'état de droit. Donc tant que l'Italie ou la France prochainement n'a pas d'alliés aussi en Europe, si la France était aux côtés de l'Italie, mais c'est pas le cas, depuis que Mme Meloni était arrivée, la France n'a de cesse de l'insulter et de combattre sa politique. Donc tant qu'il n'y a pas une contre-alliance des puissances, notamment latines, contre l'Allemagne ou contre les pays qui ont besoin ou qui veulent une large immigration, évidemment ce sera difficile. Mais si, une fois plus, la France s'allie à l'Italie, notamment sur le contrôle de la Méditerranée, ça changerait tout. Et en plus on pourrait protéger les migrants, car je rappelle que cette politique est très hypocrite, puisqu'elle attire des pauvres gens qui veulent traverser la Méditerranée, leur fait prendre tous les risques, alors que si on avait une politique ferme, comme l'a fait l'Australie, tiens, contre-exemple, l'Australie a lutté contre l'immigration en disant plus personne ne rentre, et bien quand plus personne ne rentre, plus personne ne part, et plus personne n'expose sa vie. Mais l'Australie n'est pas dans l'Union européenne, ça ne vous aura pas échappé. Merci, oui, monsieur le député. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes député Rassemblement National de la Somme. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Faut jamais se laisser démonter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici ? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ah, les cons, ça ose tout. Et là, ils osent tout. Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Ils parlent de plus en plus. Moi, j'admire beaucoup André Berkoff, mais il fait un métier difficile parce qu'il est obligé chaque semaine de choisir les paroles les plus extravagantes. Mais il y a un tel choix. Il y a une sorte de gorafisation du monde. On ne sait pas où donner de la tête. Voilà. Tenez, cette semaine, on s'est arrêté un instant sur la déclaration ayant trait à cette espèce de folie verte qui s'est emparée de nos dirigeants. Alors d'abord, à tout seigneur, tout honneur, Madame Tondelier. Madame Tondelier est au cœur de ce dispositif puisque c'est la patronne d'Europe Écologie Les Verts. Écoutons-la. 7 milliards d'euros en 2024 pour financer la transition écologique. C'est bien, c'est pas suffisant, c'est mieux que rien, c'est un bon signe. Vous dites OK, on y va ? Ça suffit pas et ça ne suffira pas, on le sait. Il faut faire quoi alors ? On devrait tout arrêter, tout ce qui n'est pas essentiel à la survie de l'humanité, à la résolution de cette crise majeure. Ouais. On devrait laisser tomber peut-être certains combats qui n'en valent pas la peine. Ah,
le mot est lâché, c'est essentiel. Ça vous rappelle rien? Moi, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose. Oui, c'est la séquence nostalgie du Covid, évidemment. Nous sommes 67 millions à penser que cette époque de distinction entre les biens essentiels et non essentiels relevait du cauchemar. Mais non, il y a une véritable nostalgie dans la classe dirigeante. Pensez-vous, on interdisait ceci aux gens, on interdisait cela aux gens. Et je pense que c'est un modèle et que maintenant, sur la question climatique, eh bien, on va en revenir à cette distinction de l'essentiel, non essentiel. Mais qu'est-ce que c'est, Madame Tondelier, non essentiel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre une douche une fois par semaine, une fois par mois. Évidemment, on mangera plus de la viande, ça c'est sûr. On va plus se déplacer. Oh, désolé, les petits poissons, les moutons, les surmulots, etc. On veut pas vous déranger. Et surtout, on va pas déranger non plus les Américains ou les Chinois. On va pas. Nous, on va se mettre en mode survie. Et puis, on va vous laisser faire 70-80% des émissions de CO2. Mais nous, on bouge plus. Bon, on comprend qu'il y a aussi une sorte de dimension un peu antisociale dans cette écologie punitive. Et deuxième dinguerie verte de la semaine, c'est Madame Bachelot, suivie de très près par Nikos Aliagas. On écoute. Jean-Marc Jancovici dit à la fin on aura chacun d'entre nous dans toute une vie un quota de 4 vols. Mais c'est très intéressant parce qu'il dit quelque chose. Il ne faut pas le faire dans 40 ans non plus. Il dit quelque chose qui est assez juste, c'est qu'effectivement, alors peut-être un quota de 4 vols ça se discute, mais de limiter drastiquement les voyages en avion, les déplacements en avion. C'est justifié, oui, c'est une bonne position. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas plus climato-sceptique qu'un autre et je suis sensible. On a le droit de parler, Nikos, même quand on n'y connaît rien. Ça, voilà. Et Madame Bachelot aussi, elle a le droit de parler. Elle ne connaît rien à la climatologie, mais elle parle, évidemment. Et elle a été ministre d'un Chirac, d'un Sarkozy, d'un Macron qui n'était pas vraiment... Enfin, c'est la sobriété, vous voyez, à la mode Davos, hein, avec les jets qui vont bien. Mais elle sent le vent tourner, Madame Bachelot, hein, dans les dîners en ville, entre deux grands crus classés. On revient des Seychelles. Puis on se dit, peut-être que finalement, ce Jancovici a l'air sympa, là, ce polytechnicien très trendy chez les notables. Bon, alors, c'est ce qu'elle fait de mieux, hein, Madame Bachelot. Elle se conforme, c'est la pensée conforme. Et on arrive lentement, mais sûrement, à une espèce de d'élyséum. Voilà, il y a la consommation pour les très riches, et puis il y a la consommation pour la piétaille. Mais alors là, attention, hein, pas plus de 4 voyages en avion par an. Mais écoutons Nikos Aliagas, parce que celui-là aussi, il a une idée. On ne peut pas faire une pause de temps en temps, comme on l'a fait pendant la pandémie. Il n'y avait plus de vols, j'avais l'impression que le ciel était plus clair, la nature... L'eau de Venise était transparente. Ouais, on retrouvait une sorte d'équilibre. Est-ce qu'une pause, si on se dit que, tiens, une année, le continent américain va limiter, je ne sais pas, ses vols... Son fret. 6 mois plus tard, ça va être l'Asie. Est-ce que ça, une sorte de roulement qui concernerait les continents, pourrait être suffisant ? Ah là, c'est incroyable, c'est absolument incroyable. D'abord, est-ce qu'on peut faire une pause? Mais je pense que le cerveau de nos dirigeants, ça fait 40 ans qu'ils sont en pause, en fait. Et on va pas parler de l'activité intellectuelle de Nikos Aliagas, mais enfin, grosso modo, c'est pas la peine nécessairement de faire pause. Alors, qu'est-ce qu'on entend là? On entend à nouveau cette nostalgie du Covid, hein. C'était formidable, tout s'était arrêté, l'eau était transparente, pensez-vous. Et alors là, il y a une percée conceptuelle incroyable. Cette idée que les continents pourraient s'arrêter les uns après les autres. Oui, pourquoi personne n'y a pensé? 4 vols par an, ça ne suffit pas. Plus de viande, ça ne suffit pas. Allez, on va mettre les continents en jachère. Allez, on va commencer par l'Europe au hasard. Hein, puis l'Europe produit plus rien. En fait, c'est un peu ce qu'on essaye de nous vendre finalement. L'Europe ne produit plus rien, l'Europe ne pollue plus. C'est ce que disait François Mitterrand au sujet des missiles que les soviétiques voulaient installer en Allemagne de l'Est. Et puis alors, il y avait des pacifistes qui ne voulaient pas que les Américains mettent des missiles en Allemagne de l'Ouest. Alors François Mitterrand est allé en Allemagne de l'Ouest, il a dit les missiles sont à l'Est et les pacifistes sont à l'Ouest. En fait, c'est la même situation ici. C'est-à-dire qu'ici, on n'a plus d'industrie, on ne pollue quasiment plus. Hein. La France, 1% des émissions de CO2 et les pollueurs sont partout sur la planète. Mais évidemment, les écolos, ils sont où? Ils sont chez nous. Et on va produire moins que zéro. Ça sera vraiment formidable. Merci Nikos, merci Roselyne Bachelot, merci Marine Tondelier sous des idées vraiment fantastiques. Merci. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Bon, plutôt que de taper en permanence sur les incompétents qui nous dirigent ou qui feignent de nous diriger, c'est bien, mais le mieux, je pense que c'est trouver des solutions et donner la parole aussi à des esprits lucides, c'est quand même mieux. Parmi ces esprits lucides, Nicolas Meillan, il est ingénieur, diplômé du MIT à Boston et de l'ESTP, l'École supérieure des travaux publics, spécialiste du transport et de l'énergie, et il a co-signé une tribune avec des tas de gens importants, intéressants, Henri Proglio qui était le patron de Veolia et d'EDF, Loïc Le Floch-Prigent qu'on ne présente plus à ce micro, Arnaud Montebourg. La tribune, que dit-elle?
Pour retrouver une électricité bon marché, il faut se défaire des exigences de Bruxelles. Nicolas Meillan, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, quelles sont ces exigences de Bruxelles? On reparle de Bruxelles, décidément, Bruxelles est partout. Les stocks de gaz dans l'Union européenne, là, sont pratiquement à sec. Il n'y a pas vraiment de solution alternative au gaz russe. L'inflation, peut-être on peut commencer par ça. On est où l'inflation énergétique, l'inflation sur les prix du gaz et de l'électricité? L'inflation, ça c'est un peu la bonne nouvelle, donc on n'est pas obligé de s'en priver, c'est que non. Les prix avaient explosé, commencé à augmenter en juin 2021 et en apothéose pour le gaz en août dernier, 350 € du mégawattheure, fois 100 par rapport à 2020, fois 100. Là, ça s'est un petit peu calmé, puisque les choses rentrent un peu dans l'ordre, on s'est un petit peu organisé. On reste toujours 2 à 3 fois plus cher qu'avant la crise. C'est ça le problème, bien évidemment, mais on n'est plus à x10, x20, même x100. Et donc, petit à petit, ça devrait ruisseler dans les autres composants de l'inflation, puisque l'énergie, c'est un petit peu, à l'origine, c'est un peu la mère des inflations. Oui, il faut de l'énergie pour produire. Mais ça va prendre du temps, et le problème, c'est que du temps, on n'en a pas. Quand on regarde la trésorerie de nos entreprises, elle est au plus bas. Quand on regarde les défaillances, on est au plus haut depuis 8 ans pour nos TPE et nos PME. Quand on y regarde le niveau des stocks, ils sont plus hauts depuis 15 ans. Quand on regarde la demande, elle diminue. La concurrence asiatique n'a jamais été aussi forte. Donc vous ne croyez pas à ce que dit Bruno Le Maire, c'est-à-dire qu'on est à la veille des futures 30 glorieuses et que la reprise est au coin de la rue? Alors je crois qu'il n'y croit pas non plus, puisque depuis, il a pris un cours de maths et il a compris que quand on faisait moins 7% et ensuite plus 7%, d'ailleurs, on ne revenait pas au même point. C'est ça. Mais donc ça, je pense que cette page est tournée. Mais pour revenir sur ce qu'on dit dans cette tribune et les exigences de Bruxelles, en fait, si vous voulez, on sait que l'idéologie de la Commission européenne, c'est la libéralisation de tous les secteurs. On savait néanmoins qu'il y avait des secteurs où c'est moins pertinent, c'est les secteurs de réseau, où il y a des investissements très importants. C'est le cas du ferroviaire, c'est le cas de l'eau, c'est le cas de l'électricité. On y est quand même allé à partir de 1996, mais comme en France, on avait l'électricité la moins chère d'Europe, on a quand même choisi de continuer de protéger nos entreprises pour qu'elles puissent bénéficier de ce qu'avaient fait nos ancêtres, de ce qu'ils nous ont laissé, c'est-à-dire ce parc, électronucléaire. C'est ça. Exactement. Et ça, malheureusement, ça n'a pas plu à la Commission européenne, qui a commencé à mettre en place des procédures, à partir de 2006, une seconde en 2007, pour voir si finalement ces tarifs régulés pour nos entreprises n'étaient pas des aides d'État. C'est-à-dire et faisaient de la concurrence déloyale au niveau des entreprises. Donc pour les particuliers, c'était pas un problème, les tarifs, notamment ce qu'on appelle le tarif bleu, mais pour les entreprises, il y a eu cette procédure et finalement, elle est montée petit à petit. On est arrivé avec Nicolas Sarkozy, à qui on demande de signer la loi NOM, ou sinon c'est une amende de 20 milliards d'euros. Donc là, on a commencé à installer une sorte d'usine à gaz qui a, de fil en aiguille, fait exploser le prix de l'électricité française. Alors au départ, pour pouvoir satisfaire aux exigences de Bruxelles et mettre fin à cette procédure avec une amende de 20 milliards d'euros, on a dit 3 choses. On a dit premièrement, EDF va ouvrir et va vendre de l'électricité à ses concurrents pour essayer de créer un marché. Et deuxièmement, on va mettre fin aussi à ce qu'on appelle les tarifs jaunes et tarifs verts. C'est les tarifs régulés pour nos entreprises et donc ces tarifs se sont arrêtés en 2015. Et donc on a créé cette arène qui, en fait, jusqu'à il y a 2 ans, ne posait pas vraiment de problème. Pourquoi ? Parce qu'avec la surcapacité qui a été mise en place en Europe, notamment par les Allemands, les prix de gros étaient plus bas les prix de gros de l'électricité entre 2012 et 2020 que le prix de l'Arenh. Et laissez-moi deviner, quand les prix ont augmenté, ça a commencé à nous étrangler. C'est ça le problème, c'est comme les prix étaient plus bas, si vous voulez, tous les concurrents d'EDF, qui produisent principalement des factures, ont pu gagner des clients à EDF parce qu'ils avaient des tarifs plus faibles, vu qu'ils achetaient l'électricité sous l'Arenh, et donc ils ont pris 1 million de clients par an. Sauf que le jour où les prix ont explosé, eh bien là, il y a une condition de réversibilité aussi dans les contrats où ils ne pouvaient plus honorer leur contrat. Et donc, ils ont demandé plus de cette Arenh à EDF. Et ça, c'est un cas qui n'était pas prévu. C'est-à-dire que Arenh, ça devait être 25% de la production d'EDF, 100 TWh. Et de toute façon, ils étaient censés investir dans des capacités de production d'électricité. L'Arenh, c'était un petit coup de pouce.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais aucun d'entre eux n'a investi. D'ailleurs, il est prévu dans la loi qu'ils peuvent être exclus s'ils ne produisent pas eux-mêmes d'électricité. Il n'en a rien été. Et puis deuxièmement, en fait, à partir du moment où vous dépassez ce plafond en termes de demande, c'est là où finalement vous avez arrivé dans une situation buesque, alors que par exemple le gaz naturel pèse 10% de notre consommation l'an dernier, il représente 55%. Notre facture est comme si c'était 55% de notre approvisionnement. Alors le nucléaire hydraulique, c'est 80%. Et en fait, ça ne pèse plus que 45%. Cher Nicolas Meillan, on va marquer une petite pause et vous allez nous expliquer pourquoi on ne sort pas du marché européen de l'électricité qui nous plombe juste après. Et vous écoutez Sud Radio, à suivre dans Berkoff dans tous ses états, le face-à-face avec au programme la menace terroriste. Guillaume Bigot dans quelques instants. Berkoff dans tous ses états. 12h30, 14h, Guillaume Bigot. Et dans quelques minutes, le face-à-face. Guillaume Bigot reçoit Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion de la sécurité intérieure. Au cœur de la discussion, la menace terroriste en France. Mais d'abord, le mot de la fin de celui qui balance, Nicolas Meillan, ingénieur du transport et de l'énergie. Oui, cher Nicolas Meillan, vous, pour résumer votre analyse, vous nous dites que c'est un secteur, la production d'électricité, dans lequel la concurrence n'a pas nécessairement grand sens, et donc on a joué au marché parce que l'Europe nous forçait à le faire, comme on joue un peu à la dinette. Tout ça nous a coûté vraiment très très cher, un pognon de dingue. Donc peut-être la conclusion en 2 points, combien ça nous a coûté d'un côté, et de l'autre, si ça nous coûte autant que vous allez nous dire, pourquoi on n'en sort pas tout de suite? Bon, alors c'est quand même difficile de faire une estimation de ce que ça va coûter, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a essayé de créer ce marché, ça n'a pas marché, d'autres diraient que ce n'est pas un échec, dont acte. Aujourd'hui, on revient, le problème c'est qu'on n'a pas de marché, donc on revient à des gens qui produisent de l'électricité, et ceux qui n'ont pas joué le jeu, qui n'ont pas investi, qui produisent que des factures, ils sortent. Alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne revient pas à la situation antérieure? Ça, c'est vraiment très surprenant parce qu'effectivement, on a découvert dans cette tribune avec Arnaud Montebourg, Henri Proglio, que c'était prévu, en fait. C'est prévu dans la loi NOM qui est très bien faite. Et cette loi NOM, elle dit en cas de circonstances exceptionnelles, qui est exactement ce que nous avons vécu depuis 2 ans. Ah oui, nous sommes en pleine circonstances exceptionnelles. Voilà. Le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Économie, donc Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, peuvent signer un décret pour suspendre sans délai ce mécanisme. Donc on se demande qu'est-ce qu'ils font. Le sujet n'est pas tant de sortir du marché européen, parce que si ce mécanisme n'existait pas, le marché européen ne représenterait que 10%, si vous voulez, dans la fixation de notre facture. Oui, c'est marginal cette histoire de marché. C'est tout à fait marginal. Donc il faut suspendre sans délai. Et je renvoie la question à Bruno Le Maire et à Agnès Pannier-Runacher. Qu'est-ce que vous attendez pour suspendre l'Arenh sans délai? Eh ben voilà. On leur transmettra la question de votre part, Nicolas Meillan. Pas sûr qu'on ait la réponse en tout cas. Mais c'est vraiment, je pense que c'est le coût de ce système est à mon avis très supérieur, a priori, à vous de me confirmer, très supérieur quand même par exemple à ce qu'on espère économiser avec la réforme des retraites, soit entre 15 et 18 milliards d'euros par an, non? Ben là, on est clairement sur des dizaines de milliards d'euros, puisque c'était l'amende qu'on aurait dû payer en 2012. Donc depuis, il s'est passé 10 ans. Oui, rappelez-nous le montant de cette amende en 2012. Mais au-delà de ça, si vous voulez, c'est des tragédies. C'est des tragédies pour toutes ces TME, TPE, PME qui ont construit leur capital retraite, leur entreprise, qui sont en train de taper dans leur trésorerie, qui arrive à la cessation de paiement dans pas très longtemps. C'est des tragédies personnelles et c'est ça qu'il faut arrêter au plus vite. C'est ça. Merci infiniment en tout cas. À bientôt. Merci. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien voilà, Thibault de Montbrial, vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et également l'auteur d'un excellent bouquin que je recommande à tous, Osons l'autorité, les éditions de l'Observatoire. Je vous ai sorti en poche depuis ? Oui. Bonjour d'ailleurs. Bonjour. Et bienvenue. On va profiter d'abord de votre double qualité de juriste en tant qu'avocat et aussi de spécialiste des questions de sécurité et de risques, disons, islamistes, djihadistes, pour vous poser une question très, très simple. Pour vous, quelle est la bonne définition du terrorisme ?
Alors ça, vous savez, il y a des gens qui en débattent depuis des années sans arriver à se mettre d'accord. Est-ce que c'est une définition purement juridique? Est-ce que c'est une définition plus politique? Moi, j'ai une définition qui est la mienne, mais tous les spécialistes ont la leur. Je pense qu'on ne peut pas dissocier dans l'intention terroriste la dimension politique. Donc la définition juridique française, c'est l'article 421-1 du Code pénal qui dit que c'est un crime ou un délit avec toute une liste très large, qui est très large et qui dit qu'ils sont commis pour troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ça, n'importe quel crime trouble l'ordre public, non? C'est pour ça que c'est une définition qui est en réalité une définition qui permet aujourd'hui au parquet national antiterroriste de faire des autosaisines d'opportunités qui sont fondées sur des critères qui sont des critères assez politiques, mais c'est pas critiquable, hein, c'est juste que c'est la nature des choses. Moi, ma définition, elle est plus large, c'est la poursuite d'un objectif politique par la violence. Mais je vous pose cette question, pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup de nos compatriotes musulmans qui se sont étonnés, notamment sur les réseaux sociaux, en disant, bon, là, il y a un dingue qui s'est réclamé du christianisme, il est passé à l'acte de manière tellement catastrophique, et là, on dit que c'est pas du terrorisme, et quand il y a un dingue qui passe à l'acte en criant Allah Akbar, on parle de terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Que l'immense majorité des actions de dingue qui passent à l'acte en criant Allah Akbar ne sont pas qualifiées de terroristes. Je pense notamment à une action qui a eu lieu il y a quelques mois à Cannes, où 3 policiers municipaux n'ont dû leur survie qu'à des réflexes très rapides, mais il y en a des tas d'autres. En pratique, l'évaluation est la mienne, hein, c'est un ordre de grandeur, c'est pas un chiffre précis, mais il y a 4 actions sur 5 à coups de couteau au cri d'Allah Akbar qui ne sont pas qualifiées de terrorisme. En réalité, c'est intéressant. Quelle est aujourd'hui ma perception de la façon dont le parquet national antiterroriste se saisit? Il y a soit il se saisit soit en cas d'éléments objectifs de rattachement à une organisation, par organisation ou par adhésion allégeance à une organisation terroriste, auquel cas la question est réglée, soit lorsque les dégâts sont tels par le nombre de morts que c'est difficile de faire autrement. Mais sinon, la politique est tout de même de réduire le nombre de dossiers qualifiés de terrorisme. Bien sûr. On va essayer de faire avec vous l'état de la menace terroriste et notamment islamique en France, dans l'Hexagone. Parce que d'abord, on est à l'approche des Jeux Olympiques de 2024, et là, je pense que ça va s'éclairer pour eux comme un sapin de Noël. On est une cible très très visible du monde entier. Et avant peut-être de revenir sur l'Hexagone, peut-être qu'on peut faire un tour sur des terrains de djihad, sur les terrains où il y a des combattants au nom de cette idéologie, c'est-à-dire le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, évidemment le Moyen-Orient, etc. Est-ce que là, on peut dire que la menace, l'hydre renaît ou pas? On a décapité Daesh, est-ce que ça renaît? Alors on a décapité Daesh au sens où on a cassé l'organisation territoriale que Daesh avait réussi à structurer. Et notamment les Russes ont fait. Oui, enfin, l'ensemble des pays de la coalition, la coalition occidentale, les Russes qui ont été des alliés objectifs sur ce coup-là, les Turcs, enfin, chacun a joué son rôle, mais ça a eu pour conséquence de faire retourner les grandes organisations terroristes islamistes, et les deux principales sont Al-Qaïda et l'État islamique, au rang de métastase. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de base territoriale, comme il y a pu en avoir entre 2014 et 2017 avec l'État islamique, mais pour autant la menace n'a pas du tout disparu. Pour vous donner un exemple des dernières semaines, là, nous sommes en juin 2023, nous avons un rapport du coordinateur national du renseignement hollandais qui rend public un certain nombre d'éléments qui circulaient déjà dans les milieux du renseignement occidental depuis quelques mois, et qui est très alarmiste sur le fait que l'État islamique a déjà, donc c'est en cours, mais ça a déjà commencé, réintroduit en Europe des commandos actifs. Ça y est, là maintenant. Là, ça y est. Donc ça, c'est écrit. Donc ça avait été écrit dans des notes de renseignement classifiées. Mais les Hollandais ont rendu ça public le 30 mai, de mémoire, en tout cas ces dernières semaines. Donc faisant état là d'une très grave préoccupation des services occidentaux sur des passages à l'acte qui peuvent être imminents ou qui peuvent être décalés autour de très grands événements. Vous avez évoqué les Jeux Olympiques, mais on peut déjà commencer par la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en septembre et en octobre
octobre en France. Et ce qui est intéressant, c'est que les routes des commandos qui ont été identifiées, en tout cas les routes qui ont été identifiées, ce sont des routes qui partent d'Afghanistan ou de Syrie, qui passent par la Turquie et l'entrée en Europe, le point d'entrée en Europe, c'est ça qui est intéressant, c'est la Suède ou l'Allemagne qui sont considérés comme les pays les plus islamisés en nombre. On y revient. Et on y revient, et c'est la conséquence de la politique absolument tragique de Madame Merkel au printemps 2015. C'est-à-dire qu'en fait, on a les grandes additions qui sont en train d'être posées et d'arriver. Il y a toute cause entraîne des conséquences. Et ça, c'est un premier point. Mais il y a d'autres points d'inquiétude, notamment l'ONU qui a fait dans un rapport qui a souligné qu'Al-Qaïda était également en train de se préparer à des passages à l'acte. Alors on va marquer une pause et on reviendra dans l'Hexagone. Oui, la menace terroriste en France, c'est dans Berkoff, dans tous ses états, avec vous, Guillaume Bigot, et votre invité, Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion de la sécurité intérieure. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Cher Thibault de Montbrial, je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes aussi le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et donc à ce titre spécialiste des questions de terrorisme, de menaces de terrorisme islamique. Alors on avait commencé un peu à faire le tour des zones de djihad. On pourrait retourner en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, où il y a aussi des mouvements, des menaces. Mais revenons peut-être dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, le ministre Darmanin nous a fait état d'un nombre absolument incroyable de tentatives d'attentats islamistes depuis 2017 et même récemment. Vous pouvez nous en dire plus ? Il y a, même si ça n'est plus la une de l'actualité, loin s'en faut, il y a toujours une activité, un fond de cuve de risque islamiste. On a dit juste avant la pause qu'il y allait avoir une résurgence d'un risque structuré avec des commandos qui reviennent de l'étranger en ce moment. C'est ça. Mais pour ce qui concerne la menace dite endogène, c'est-à-dire la menace franco-française, même s'il n'y a pas eu d'attentats spectaculaires ces dernières années. D'abord, il y en a eu. Et ensuite... il y en a eu évités. Il y en a eu, surtout, il y en a eu beaucoup d'évités. Donc, ceux qui sont évités, c'est pas seulement un peu ce qu'on appelle, à mon avis, à tort, les loups solitaires, c'est aussi des choses plus structurées. Ah non, il y a eu des attentats structurés d'évités. Il y en a plusieurs par an. Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une grosse attaque qui était prévue dans le 8e arrondissement de Paris, autour de ministères régaliens et peut-être de l'Élysée. Et il y a quelques semaines, il y a un groupe qui a été démantelé dans l'est de la France. L'un des principaux interpellés était d'ailleurs mineur, en lien avec les milieux tchétchènes. Et même si c'est difficile d'avoir de l'information en source ouverte, les enquêteurs estiment que leur ambition était de causer une attaque ou une série d'attaques extrêmement spectaculaires, et on parle de plusieurs dizaines ou de centaines de morts en objectif. Donc il y a des Bataclans virtuels qui sont arrêtés tous les ans. Oui, et il faut souligner à ce titre que les services de renseignement font un travail formidable. Extraordinaire. D'ailleurs, c'est un des points sur lesquels les gouvernements français successifs se sont, de façon assez étonnante, bien adaptés. C'est vrai. Depuis même, après 2015, en 2016, quand Bernard Cazeneuve était Premier ministre, Manuel Valls ministre de l'Intérieur, ou l'inverse, pardon, Manuel Valls Premier ministre et Bernard Cazeneuve ministre de l'Intérieur, il y a eu des aménagements assez rapides, et Emmanuel Macron a fait, à partir de 2017, une réorganisation des services qui a été fructueuse. Et aujourd'hui, il y a des bons résultats. La difficulté, si vous voulez, je peux prendre une image que chacun va comprendre, c'est qu'on est face, sur la durée, à une vague d'une grande ampleur, et qu'on a eu beau lever la hauteur des sacs de sable sur la plage, la vague qui arrive est au-dessus du niveau le plus haut des sacs de sable. Ouais, c'est vraiment, vraiment très inquiétant. Oui, je vous en prie. Et le dernier point, c'est que nous avons beaucoup de succès qui dépendent des informations qui nous sont données par les services dits partenaires, c'est-à-dire en clair essentiellement les Américains et les Israéliens. Et les Marocains, ils nous donnent toujours des informations parce qu'on n'a plus d'ambassadeur du Maroc en France. Les relations avec le Maroc sont des relations complexes, mais parfois encore efficaces. Mais on le voit, parfois encore efficaces. Bon, c'est l'information la plus importante et la plus rassurante en réalité. Finalement,
Est-ce qu'on peut s'interroger d'abord sur le lien qu'il y a avec une sorte de terreau sociologique, enfin les fameux quartiers, c'est un euphémisme, où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants, où il y a beaucoup d'armes qui circulent, etc. C'est pas la même chose, c'est pas le même phénomène, mais finalement ils sont imbriqués, ces phénomènes. Alors c'est pas du tout le même phénomène, vous avez raison, il y a une forme d'imbrication, mais il faut quand même souligner une chose, c'est que pour l'instant, la raison majeure pour laquelle nous n'avons pas eu plus de troubles graves à l'ordre public liés à l'islamisme en France, et notamment d'attentats, mais pas seulement, parce qu'il pourrait y avoir des désordres qui ne soient pas techniquement des attaques terroristes, c'est que l'intérêt des caïds qui tiennent les quartiers, c'est le calme pour que le business puisse continuer. Vous venez de parler des armes de guerre, on sait, et c'est de notoriété publique, qu'il y a énormément d'armes de guerre en France. C'est très intéressant de constater que depuis le 13 novembre 2015, la Kalachnikov n'a été utilisée qu'une seule fois lors d'une attaque terroriste, alors qu'elle est utilisée quasi au quotidien dans une cinquantaine de villes en France pour des règlements de compte. Ça veut dire que les gens qui vendent des armes de guerre et ceux qui les achètent font extrêmement attention à ce que ces armes ne soient pas utilisées, notamment contre les forces de police ou de gendarmerie, précisément pour ne pas déclencher des actes, des enquêtes judiciaires qui casseraient leur trafic d'armes et qui obéreraient leur capacité à faire du trafic de stupes. Donc aujourd'hui, les trafiquants de stupes, paradoxalement, sont des alliés en termes d'ordre public. Je dis bien par rapport aux terroristes. Par contre, Guillaume Bigot, vous avez dit tout à l'heure que c'était des phénomènes qui étaient proches les uns des autres. Il suffirait d'un rien, puisque la grande majorité de ce grand banditisme est liée d'une manière ou d'une autre à un islam au moins identitaire et parfois radical. Il suffirait d'un rien, d'une série d'événements, peut-être d'un attentat dans une mosquée, par exemple, ce qui est quelque chose qui peut arriver, pour que tout à coup, cette fragile barrière, cet intérêt qui fait qu'une délinquance en empêche une autre, vole en éclats, et que là, pour le coup, on est un rassemblement de tous ceux qui se sentent identitairement plus proches de l'islam que de la France, et que là, on bascule dans totalement autre chose. J'ajoute un dernier point, c'est que l'une des grandes inquiétudes actuelles des services de renseignement, c'est la masse et la nature des armes qui reviennent en contrebande de l'Ukraine. Il y a au marché noir, on trouve assez facilement maintenant au marché noir non seulement des Kalachnikov, mais des missiles sol-sol anti-chars et des missiles solaires. Et c'est là pour le coup. Là, on est dans une autre catégorie. Ah oui, on est dans une catégorie, mais ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Oui, parce que beaucoup de AK-47 alias Kalachnikov venaient de l'ex-Yougoslavie. Voilà. Et là, c'est le prochain théâtre et déjà les fournisseurs. Quand on réfléchit à ces questions qui sont très distinctes, on l'a dit, on le redit, c'est pas tout mélanger, de trafic de stupéfiants, on a cette analyse consistant à dire il y a toujours finalement une délinquance, une criminalité organisée dans toute société, mais l'État avait plus ou moins la main, contrôlait une criminalité organisée dans les années, jusque dans les années, on va dire 80. Donc il y en avait, mais c'était un milieu limité. Là, on a l'impression que c'est hors de contrôle, et c'est un thème qu'on aborde souvent. Vous nous dites que oui, c'est peut-être hors de contrôle, mais que c'est finalement des gens qui eux-mêmes ont intérêt à assurer un contrôle. Ça veut dire quoi, si on pousse le raisonnement ? Ça veut dire que si on ne peut pas, il ne faut pas aller trop loin dans la répression du trafic de drogue, sinon on va partir dans le djihad généralisé ? Non, c'est plus complexe que ça. Là, vous m'interrogiez par rapport au djihad. Oui, bien sûr, mais il y a aussi une fonction régulatrice du trafic, par exemple contre les émeutes, contre les troubles à l'ordre public, le caillassage systématique des forces de l'ordre, les attaques aux mortiers d'artifice, etc. Or, ces attaques-là, il y en a quand même quasiment une ou deux par soir en France. Donc, on imagine ce que ce serait s'il n'y avait pas cette forme de régulation. Vous savez, la nature... Oui, mais ça, c'est un véritable dilemme, on est bien d'accord, c'est un dilemme formidable. Je continue à vous répondre. La nature a horreur du vide. Normalement, sur la définition d'un État, c'est une frontière, une population et une identité commune, une langue, une monnaie, etc. Là, on se rend compte depuis des décennies, et il ne s'agit pas d'attaquer les derniers gouvernements, parce qu'en réalité, ils récoltent l'addition des précédents, de la carence des précédents. Mais on a un État qui est de moins en moins en capacité de faire régner la loi et l'ordre sur tous les territoires. Et donc, comme je vous disais, la nature a horreur du vide, et ce sont les trafiquants qui tiennent un certain nombre de quartiers, mais il y a un phénomène qui est bien plus inquiétant encore. C'est que depuis quelques mois, et ça vient d'Europe du Nord, ça vient de Belgique et de Hollande, nous avons un vrai entrisme mafieux, c'est-à-dire avec de la corruption, des structures politiques par des cartels d'Amérique du Sud. C'est-à-dire, et il va y avoir une rencontre intéressante entre ces cartels d'Amérique du Sud et les
moyennes mafias qui tiennent les quartiers français. Je pense qu'à terme, il va y avoir des guerres de gangs terribles, comme il y en a déjà en Suède, et que... Aux Pays-Bas, hein, c'est terrifiant. Aux Pays-Bas, en Belgique. En Belgique, souvenez-vous qu'il y a quelques mois, sur un renseignement fourni par les Pays-Bas, le ministre belge de la Justice, sa femme et ses enfants ont été exfiltrés dans l'heure, instantanément, et ont été mis au secret pendant 2 jours pour éviter une tentative d'assassinat. Vous imaginez si ça arrivait en France, mais ça peut arriver en France. Le but n'est pas de se faire peur, Thibaut de Montbrial, mais vous regardez vraiment ces phénomènes de près avec des informations que n'ont pas nécessairement les citoyens lambda. Pour vous, la question au long terme, 5 ans, 10 ans, de l'ordre public est posée, c'est-à-dire qu'à un moment, le palier, enfin le plancher de l'ordre public peut céder sous nos pieds ? Le plancher de l'ordre public, il peut céder à tout moment si un enchaînement de faits déclenche une réaction en chaîne qui échappe à tout contrôle. Ça peut arriver très vite, ça peut être une question de semaines, voire de jours. Il faudrait la conjonction d'éléments négatifs, il faudrait vraiment pas de chance. Mais c'est quelque chose qui est possible. Est-ce que c'est pour ça qu'on redoute autant ce terrorisme d'extrême droite qui n'est pas très important en volume, mais qui pourrait avoir l'effet d'une allumette qu'on craque ? Alors on a des statistiques, puisque le ministère de l'Intérieur a communiqué que depuis 2017, sur l'ensemble des projets d'attentats qui ont été déjoués, ou des groupes terroristes qui ont été démantelés, même sans projet concret, 80% étaient liés à l'islam radical, 18% à l'extrême droite et 2% à l'extrême gauche. Sur l'extrême gauche, je dis juste une chose, c'est qu'on considère comme n'étant pas terroriste les dizaines d'attaques qu'il y a par mois contre les infrastructures vitales, les antennes de téléphonie, les réseaux électriques, etc. Il y en a beaucoup, on considère que c'est pas terroriste, c'est un choix, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Maintenant, vous soulignez un point, vous posez une question qui est cruciale. Ce qu'attendent les islamistes depuis des années, c'est qu'il y ait une riposte de l'extrême droite, c'est la montée des extrêmes. Pour l'instant, force est de constater que nous avons un pays qui a été extrêmement résilient. Et pour être franc avec vous, si on m'avait demandé en 2015 si nous nous retrouverions en 2023 sans qu'il y ait eu d'attaque d'extrême droite contre une mosquée, etc., j'aurais dit non. C'est le cas pour l'instant, pourvu que ça dure, mais ce que tentent de faire les islamistes, c'est de provoquer cette réaction, et là, pour le coup, ça pourrait peut-être déclencher une réaction en chaîne telle que celle dont je viens de parler. Alors, restez avec nous, c'est passionnant, on va marquer une pause et on s'interrogera sur le lien entre cet islamisme, on va dire, en cravate et puis l'islamisme en kalachnikov. Le Berkoff dans tous ses états, c'est le face-à-face entre vous, Guillaume Bigot, et Thibaut de Montbrial, avocat du barreau de Paris et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et vous, qui nous écoutez, venez poser vos questions à l'antenne dès maintenant. On attend vos appels au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Berkoff dans tous ses états. 12h30, 14h. Guillaume Bigot. Alors nous sommes avec Maître Thierry de Montbrial, Thibaut, autant pour moi, mais mêmes initiales. Je précisais que vous êtes l'avocat tout à l'heure de Florence Bergeaud-Blaclair, et c'est à ce titre que vous étiez d'ailleurs à ce même micro avec André, puisque le livre de Florence Bergeaud-Blaclair consacré à l'opération d'entrisme massif des frères musulmans, non seulement a fait couler beaucoup d'encre, mais elle a été menacée. Vous êtes son avocat, et je voulais vous interroger sur ce lien entre, on va dire, deux islamismes, c'est-à-dire d'un côté les vrais méchants que sont les djihadistes, les gens qui prennent des kalachnikovs, et de l'autre côté les faux gentils, que ce sont ces espèces de, on pourrait les appeler espèces de témoins de Jéhovah de l'islamisme, des gens qui ont une sorte aussi d'opération de séduction, tous azimuts. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que c'est tuilé? Est-ce que ça marche ensemble? Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, Guillaume Bigot, c'est que l'islam politique a l'ambition de conquérir le monde, et c'est pas moi qui l'invente, ça a été dit, écrit par les uns et par les autres depuis des décennies, voire depuis des siècles. Et il y a des différentes manières d'y parvenir. Il peut y avoir d'ailleurs des désaccords entre les partisans de telle ou telle façon de le faire. Pour faire court et pour simplifier, je simplifie un peu à l'extrême, mais c'est la logique qu'il faut que chacun comprenne. Vous avez un objectif politique et vous avez d'un côté la voie de la violence, créer le chaos, créer la rupture pour favoriser cet objectif, c'est le cas des djihadistes,
et de l'autre côté, la voie du jeu institutionnel pour faire s'effondrer une société de l'intérieur en feignant d'adhérer à ces institutions, mais en gagnant par le nombre et en reniant des petits avantages. Donc même finalité, deux méthodologies différentes. Voilà. Les frères musulmans, les salafistes, qui ne sont pas les mêmes, mais qui concourent encore au même objectif, sont dans une logique qui n'est pas nécessairement une logique de violence. Les djihadistes sont dans une logique de violence, et il y a évidemment des passerelles. C'est ça qui est intéressant. Les inspirateurs, Al-Qaradawi, etc., sont des inspirateurs de tout le monde. Mais il y en a qui vont se prendre l'inspiration des uns et des autres, des grandes figures de l'islam, pour aller sur le terrain de la violence, et d'autres qui vont se contenter, en leur nom, de mettre en place une politique d'entrisme, notamment d'adhésion dans les partis politiques, tous les lieux de pouvoir, les syndicats, les... Ça y est, alors, à l'heure qu'il est, vous dites en 2023, les syndicats, l'École nationale d'administration, la magistrature, la police, il y a des islamistes partout. Non, mais non seulement il y a des islamistes partout, d'ailleurs beaucoup avancent masqués, ils s'appuient sur les idiots utiles, les gens qui pensent qu'il ne faut pas faire d'amalgame, qui interdisent en réalité, ce qui est leur rêve, qu'on puisse critiquer l'islamisme en le faisant passer pour une critique de la religion. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une critique politique. C'est ça. Il faut entendre le mot islam comme un mot politique. Le paradoxe, c'est que pour un islamiste, islam et islamiste, c'est la même chose. Alors là, il y a des débats qui sont des débats sans fin. En tout cas, ce à quoi moi je m'attaque avec vigueur, parce que je pense qu'il y a un péril, et un péril grave pour la nation française, c'est l'islamisme en tant que programme politique. Mais alors effectivement, on a l'impression que ces gens qui avancent masqués, l'islam, religion de paix et d'amour, se font passer pour des évangélistes un peu du Coran, et en fait ils pratiquent tout de même l'intimidation. Je vais faire écouter quelque chose. Exiger la suspension immédiate de ce voyou parce que c'était pas un enseignant. Un enseignant, c'est autre chose. Nous sommes partis de là-bas avec la ferme intention de mobiliser pour une action devant l'établissement et devant l'inspection académique. On a reconnu la voix, enfin vous en tout cas c'est sûr, d'Abdelhakim Sefrioui, ce frère musulman donc a priori non violent, qui appelait un peu sur les réseaux sociaux au lynchage de Samuel Paty. On sait comment ça s'est fini. Donc finalement cet islamisme bien propre sur lui, il peut aboutir à décapiter des profs. C'est très intéressant ce qui est arrivé à Samuel Paty, parce que toute proportion gardée pour l'instant, et j'espère pour toujours, c'est la même chose qui arrive à Florence Bergeaud-Blaclair. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui ne sont pas des adeptes officiels de la violence, mais qui savent très bien que leurs propos sont scrutés par toute une partie de leur communauté, dont une fraction est prête à l'action violente. Et donc ils désignent des cibles. Ils disent pas, attention, il faut s'en prendre à elle. Ils disent, regardez, c'est pas bien ce qu'elle fait. Ils collent une cible avec le fameux terme d'islamophobie, qui est une escroquerie intellectuelle absolue, puisque le terme d'islamophobie fait fin de faire passer pour discriminatoire un propos qui est en réalité la critique d'un mouvement politique. Et en plus, la racine grecque phobie, c'est la peur. Oui, non, mais voilà. Donc qu'on ait peur de l'islam, on a le droit d'avoir peur. En plus, il y a l'escroquerie sémantique, vous avez raison de le rappeler. Donc, mais néanmoins, beaucoup sont terrorisés par ça. Et pour revenir à l'opération elle-même, ça consiste à dire, regardez à l'époque cet enseignant, regardez aujourd'hui cet anthropologue du CNRS, c'est quelqu'un qui discrimine vos frères, et c'est pas bien, et donc, en creux, on colle une cible. Pourquoi? Parce qu'on sait que sur une centaine, en réalité des milliers, voire des dizaines de milliers de gens qui vous écoutent, vous en avez une fraction qui vont être tentés par la violence et qui vont peut-être même passer à l'acte. Pour Florence Bergeaud-Blaclair, dont certains osent encore écrire, le journal Le Monde a écrit ce week-end qu'elle s'estimait menacée. Elle s'estimait menacée. Je peux vous dire, pour bien connaître les affaires du ministère de l'Intérieur, que quand on s'estime menacé, on n'a pas de protection policière. C'est quand il y a des éléments objectifs sur la menace. Donc Florence Bergeaud-Blaclair a fait l'objet, pour l'instant, de plusieurs menaces avérées. Un individu a déjà été interpellé, c'est vous dire si on est loin de l'auto-estimation. Et tout ça, c'est le fruit. Mais à quoi il est dû cet euphémisme? Pourquoi s'estimer menacé? Parce qu'il y a des frères musulmans à l'intérieur de la rédaction déjà? Je pense que parmi les gens qui ont contribué à cet article, il y a à minima des journalistes qui n'ont pas bien compris ce qui était en train de se passer. Je n'ose imaginer qu'à maxima, ils l'aient compris
compris et s'en rendent les complices, parce que ça me paraît un peu gros pour un journal comme Le Monde. Mais en tout cas, oui, il y a des gens qui encore aujourd'hui n'ont pas bien compris. Mais vous savez, là où les islamistes sont très forts, c'est qu'ils jouent sur des ressorts intimes de la société française. Ils jouent sur il y a une forme de culpabilité décoloniale. Ils jouent sur un gauchisme qui vient de la prégnance de l'école des sciences sociales, du bourdieusisme depuis les années 70, et qui a infusé les écoles de journalisme, les écoles d'administration et l'école de la magistrature. On ne peut pas analyser ce qui se passe en France aujourd'hui si on ne prend pas la mesure de tout ça. Mais vous m'ôterez pas de l'esprit, je voudrais voir votre vision, votre appréciation des choses, que lorsqu'on se réclame, par exemple, disons, de l'extrême gauche, du marxisme, du néo-marxisme, de Bourdieu, que sais-je, du structuralisme, enfin, il y en a qui portent encore un peu le pas de def années 70 intellectuel, bon, ok, on ne peut pas cautionner l'islamisme. C'est-à-dire, on ne peut pas cautionner un discours violemment antisémite, violemment homophobe, violemment traditionnaliste, autoritaire, rétrograde, qui soutient des pays riches à milliards. Par exemple, ça n'a aucun sens. Je suis complètement d'accord avec vous, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, pour paraphraser... Parce que c'est l'extrême droite, en réalité. S'il y a une extrême droite réelle, c'est bien l'islamisme. Enfin, au sens étymologique, oui. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez tout un tas de gens qui vont, par exemple, la NUPES est constituée d'un certain nombre de députés, par exemple, qui prennent ouvertement des positions pro-islamistes. Donc ce sont les porteurs de valises de l'extrême droite islamique. Oui, sans se rendre compte que si elle arrivait au pouvoir, un certain nombre d'entre eux, compte tenu de leur mode de vie, seraient tout de suite éliminés, ce qui est encore plus schizophrénique. Parce que ce qui est arrivé dans de multiples pays, en Algérie, en Iran... Mais Guillaume Bigot, il faut s'arrêter sur ce que vous venez de dire, parce que c'est essentiel. C'est ça qui est fou. C'est que parfois, certains disent, regardez, en parlant de moi et d'autres, ils sont complètement fous, ils voient de l'islamisme partout, etc. Il faut écouter Boualem Sansal, il faut écouter les grands intellectuels algériens qui sont pendus au signal d'alarme. Il faut écouter les gens qui ont vécu l'effondrement du Liban dans les années 70. Ah, ces gens-là sont terrorisés. Ces gens-là sont terrorisés parce ils nous disent, et on me le dit régulièrement lorsque je fais des conférences. Vous ne savez pas ce qui vous pendez. Mais c'est pire que ça. Vous devriez le savoir parce que vous avez vu ce qui nous est arrivé. Vous ne le savez pas et c'est criminel de ne pas le savoir. C'est pour ça que moi j'ai cet engagement. J'essaye de porter une parole à la fois sur le plan judiciaire, sur le plan intellectuel, sur les questions de sécurité, aussi un peu sur le plan politique, pour que mon pays se réveille et ne sombre pas. Parce que vous savez, il y a une chose dont il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde dont la minorité musulmane a atteint 30% de composition dans sa population qui ne se soit pas effondrée d'une manière ou d'une autre. Non pas parce que les 30% sont tous des islamistes, mais parce que la fraction d'islamistes dans les 30% est suffisante pour que le pays s'effondre. Mais écoutez, on va essayer de rester lucide sur cette menace, de la regarder en face avec vous, de la comprendre avec vous. Restez avec nous. Et venez-vous poser vos questions à Thibaut de Montbrial, avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. On attend vos appels, à tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. La menace terroriste en France, dans le face-à-face entre Guillaume Bigot et Thibaut de Montbrial, avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et messieurs, c'est l'heure d'accueillir nos premiers auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. On reçoit tout de suite Christophe d'Aix-en-Provence. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Monsieur Bigot, bonjour Maître de Montbrial et bonjour à la très agréable voix féminine qui m'a introduit. Ben oui, bon, la voix c'est la deuxième. Bonjour à vous. Alors, je voulais simplement faire une petite remarque. Ce que vient de décrire Maître de Montbrial, c'est, de mon point de vue, le même mécanisme qui a présidé, conditionné la collaboration de grand-papa depuis le pacifisme issu de 14-18. C'est-à-dire que la grosse majorité de l'élite
se considèrent toujours redevables par rapport aux ex-colonisés, et donc ça fait cet amalgame, ça fait ce pacifisme et qui conditionne, de mon point de vue, cette prochaine actuelle collaboration. Merci Christophe, est-ce que ça veut dire que c'est le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, les mauvais souvenirs de la Seconde Guerre mondiale qui recouvrent la réalité Thibault de Montbrial? Je pense pas. Je comprends ce que veut dire l'auditeur. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ce qui aboutit à ce mélange de sous-estimation du risque et déjà beaucoup de lâcheté, ça c'est vrai. C'est pour la partie lâcheté, la peur. Hein. C'est vrai que quand on voit des gens qui sont menacés de mort, quand on voit des enseignants décapités, etc., ça donne pas envie de s'engager. Quand on voit Florence Bergeau-Blaclair qui est menacée de mort et protégée alors qu'elle n'a fait qu'écrire un livre sur les frères musulmans comme anthropologue, ça ne donne pas envie. En terroriser un, c'est en faire taire mille, hein, pour paraphraser la phrase célèbre. Mais pour autant, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent encore que notre pays est tellement... Il y a deux choses. Notre pays serait tellement fort qu'il n'y aurait aucun risque d'effondrement, ce qui est méconnaître totalement les mécanismes dont on parlait avant la pause sur les effets de seuil qui déclenchent des catastrophes, ce qui est méconnaître complètement, on en parlera peut-être, mais ça ne peut pas être écarté du sujet, le changement de notre population depuis une vingtaine d'années, qui n'est plus culturellement homogène comme elle a pu l'être pendant longtemps. Et puis il y a autre chose. Il y a un deuxième facteur qui, je pense, participe de cette absence de réaction, en tout cas de l'absence de réaction à hauteur de ce qu'elle devrait être, c'est que nous sommes en paix depuis plus de 70 ans, ça fait 3 générations, et que beaucoup de gens, en toute bonne foi, dans nos élites politiques, dans nos élites économiques, y compris même parfois dans nos élites sécuritaires, même si c'est moins vrai qu'avant, ont du mal à penser que nous sommes vraiment attaqués pour ce que nous sommes sur notre territoire. Parce que, ma foi, parce que ce sont d'autres guerres. Moi, je le cite, beaucoup de gens n'ont pas compris qu'on est passé à une époque de guerre hybride et que c'est plus 14-18 ou 39-40 justement. Et lui, il me dit, nous sommes déjà en guerre. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Et c'est une autre forme, avec de l'informationnel, avec des fake news, avec tout ce que l'intelligence artificielle va permettre de générer comme brouillard de la guerre, etc. Donc, avec du cyber. Donc, il faut comprendre tout ça, et ça fait un mélange complexe, mais je ne pense pas que ce soit une logique pure et dure de collaboration à l'ancienne. Ça me paraît un petit peu réducteur. Mais tout de même, est-ce que cette amnésie, ce déni, on a été très longtemps en paix? On parlait tout à l'heure de ce qui est arrivé dans un certain nombre de pays dont nous sommes culturellement proches, par l'histoire et par la géographie, l'Algérie, le Liban, etc. Voilà, il y a cette amnésie, il y a ce déni, on a peine à croire. Mais tout de même, il y a eu l'affaire Mera, c'était atroce, il y a eu Charlie, il y a eu ces rafales de Kalachnikov au Bataclan, il y a eu la décapitation de Samuel Paty. À chaque fois, on se dit, ah mais non, mais alors là, quand même, le jour où ils décapiteront un professeur, enfin, il y a combien de digues qui ont sauté, là? Mais vous avez tout à fait raison. Moi, je suis sidéré parce que je fais clairement le même constat que vous. Pour être précis, moi, je pensais que quand il y a eu en quelques jours la décapitation de Samuel Paty, c'est-à-dire quand même l'application de la charia par un réfugié tchétchène sur le territoire d'une commune calme de l'Île-de-France un vendredi après-midi, et qui a été suivi quelques jours après par l'égorgement de 3 personnes par un migrant tunisien dans la basilique Sainte-Marie de Nice. Là, je me suis dit quand même, on a tout là. Eh ben non, mais une des raisons pour lesquelles tout de suite ça bloque, c'est que vous remarquerez qu'il y a un systémisme à chaque fois qu'il y a une séquence comme celle dont on parle. Dans les 10 jours, vous avez Mediapart, vous avez Libération, vous avez des médias qui tout de suite montent au créneau en disant attention à pas tomber dans. Et alors on en revient. Mais c'est là où Christophe a peut-être pas tort, notre auditeur d'Aix-en-Provence, c'est-à-dire que ça ressemble quand même furieusement à Vichy, ça. Ouais, mais oui, mais je pense pas que enfin, je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, toute comparaison n'est pas raison. Non, mais bien sûr, mais c'est un mélange de tétanie, d'absence de lucidité, de lâcheté et d'auto-aveuglement. Mais vous savez, c'est pour les gens qui sont sur ces lignes-là que le réveil risque d'être le plus difficile. Je crois qu'on a un autre auditeur également. Exactement, direction Caen, et on accueille Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Monsieur Bigot, bonjour Monsieur de Montbrial. Bonjour. Moi, je vais essayer d'aller assez vite et résumer. Alors déjà, premièrement, vous avez commencé par l'immigration. Moi, je vais parler de clandestins et d'illégaux. Hein. On va essayer d'utiliser les bons mots. J'aimerais aussi que les médias, les journalistes, n'utilisent pas le nom commando. Monsieur de Montbrial, ça va lui parler. Pour moi, c'est trop honorifique. Ça va être réservé aux armées. Hein, on reste sur le groupe terroriste. Moi, ça me va. Mobilisation sur le territoire. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager, si vraiment la situation se dégrade, habilitation des citoyens français versés dans la réserve, par exemple, hein, à être armés d'armes de poing en société? Comme certains États américains, pour moi, c'est pas l'Amérique n'est pas encore un pays fasciste, ou Israël le fait. Enfin, faire en urgence, pour moi, un référendum, pour que les Français décident d'arrêter l'immigration clandestine des illégaux. Ça devient vraiment primordial. Encore faudrait-il un courage politique. Et j'aimerais vous parler de quelqu'un qu'il faut absolument aussi mettre dans la boucle, c'est Monsieur Tariq Ramadan. Non seulement ce monsieur-là, il a des problèmes, il va avoir un procès en France parce qu'il est accusé de viol, mais je vous rappelle quand même qu'il est un frère musulman. On le voyait souvent dans les médias, reçu par quelqu'un que vous connaissez très bien, un bon intervieweur, voilà, et il a écrit une thèse sur le fondateur des frères musulmans, qui était son grand-père. Alors, il faudrait faire attention avec qui on discute et comment on doit prendre les bonnes décisions. Mais là, il y a urgence. Bon, vous posez la question, cher Philippe, de que faire, en fait, finalement. Que faire, Thibault ? Le Tariq Ramadan, effectivement, était typiquement dans cette logique de séduction, de donner l'apparence de la compatibilité avec le mode de vie occidental au profit d'une vision triomphante de l'islamisme. Sincèrement, ses ennuis judiciaires font qu'aujourd'hui, il a quand même moins d'audience qu'avant. Sur l'immigration, moi, je suis totalement d'accord. Je communique beaucoup dessus, notamment sur les réseaux sociaux en ce moment. Avec le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, nous préparons un gros travail sur l'immigration. L'immigration, pour moi, aujourd'hui, c'est la mère de toutes les batailles, avec la réappropriation d'une forme de souveraineté juridique que nous avons, à mon sens, trop laissé à l'Europe et qui, en plus, nous conduit à nous auto-censurer. Mais l'immigration aujourd'hui, les statistiques INSEE sont claires. Nous avons un tiers de la population qui, à 2 générations, a des origines extra-européennes. Ça veut dire que culturellement, notre pays est en train de changer et que si nous voulons pouvoir conserver une capacité d'intégration, d'assimilation, c'est-à-dire à faire en sorte que ceux qui rejoignent notre pays se fondent par adhésion aux valeurs fondamentales qui sont les nôtres au sein de notre société, il y a un problème de stock. C'est-à-dire que il faut arrêter le flux pour pouvoir digérer le stock. Il faut arrêter le flux pour pouvoir digérer le stock. Et il faut absolument arrêter l'immigration. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Mais vous savez, je voudrais pour finir dire une chose, c'est que il faut recréer de la transcendance. C'est-à-dire que les islamistes, pour recruter, ils disent, je caricature, mais ils disent aux jeunes, regarde ces mécréants, les mécréants c'est nous, ils ne croient plus en rien. Nous avons Louma. Ils n'ont plus de courage. Et ils n'ont plus de courage. Nous avons Louma et nous avons une politique. Nous avons des héros, etc. Moi, je pense simplement que pour être aimable, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc il faut assumer ce que nous sommes. Nous sommes un pays aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne. Nous sommes la fille aînée de l'Église, même si nous ne le sommes plus au sens chrétien du terme, nous le sommes au sens culturel. L'immigration, on dit la France est une terre historique d'immigration. D'abord, c'est pas vrai. Mais quand elle a commencé à l'être, à partir de 1850, c'était de l'immigration chrétienne. Alors évidemment, ça frottait un peu au début. On a toujours du mal avec ses voisins. Mais ça finissait par de l'assimilation. Même cette immigration proche, ça n'a pas toujours été un succès. C'est pour ça que je dis que ça a frotté au début. Mais il faut être deux pour. Mais à terme, ça a fini par fonctionner. Aujourd'hui, nous avons une immigration qui vient massivement du Maghreb et surtout de l'Afrique subsaharienne, qui est culturellement complètement différente, et c'est en train de fausser les équilibres. Une société ne peut pas fonctionner sans équilibre. Il faut que nous nous aimions et nous redeviendrons aimables en recréant de la transcendance et en disant à ces gens qui sont sur notre territoire, regardez, vous êtes les bienvenus au sein de la nation française, mais nous sommes une nation où les hommes et les femmes sont égaux, où on est libre de croire ou de ne pas croire, on est libre d'aimer qui on veut, et un certain nombre de choses que culturellement vous prônez, nous ne les tolérerons pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être ferme, parce que l'autre chose qui est respectée, c'est l'autorité. Mais
Il fut un temps où la République était française et la France républicaine était capable d'héroïsme et de grandeur. Oui. Voilà, c'est un chant révolutionnaire, c'est le chant du départ. Est-ce que l'alternative à la guerre des religions, c'est pas de retrouver du commun patriotique ? Mais vous avez complètement raison, mais du patriotique qui soit compris comme étant au bon sens du terme. Pour moi, il l'est. Mais il faut bien expliquer que c'est dans ce sens-là. Et il faut aussi se réapproprier nos héros, Bayard, du Guesclin, tous ceux qui ont fait l'histoire de France, tous ceux qui ont combattu pour la France. Même des héros au sac à dos désormais. Même des héros au sac à dos. Et c'est en étant fiers de ce que nous sommes et prêts à nous battre pour le conserver que nous serons respectés et que nous assimilerons tous ceux qui ont envie de rejoindre la nation française. Merci infiniment. C'est la fin de Berkoff dans tous ses états. Rendez-vous demain à 12h30 pour une nouvelle émission.